Bonjour à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Anna et Fanny, et aujourd'hui on va vous parler de... All That Jazz. Mais non, incroyable! All That Jazz parle de All That Jazz, le film de Bob Fosse, connu en français sous le nom Que le spectacle commence. Il s'agit du 4e et avant-dernier film de Bob Fosse en tant que réalisateur. Je crois qu'on est censé dire Bob Fosse en vrai. Ok. Peut-être Bob qu'on va Fosse. switcher de l'un à l'autre pendant l'épisode. Alors, justement, Bob Fosse, qui est-il ? C'est un acteur, danseur, chorégraphe, metteur en scène et réalisateur, hyper important dans l'histoire de la comédie musicale. Il est né en 1927 à Chicago. Il a commencé très jeune comme danseur, il est apparu sur scène, à la télévision et au cinéma. Il a signé un contrat avec la MGM en 1953 et on le voit notamment dans Kiss Me Kate où il s'essaie à la chorégraphie. Il danse et chorégraphie notamment From the Moment On, qui est donc un moment dans le grand ballet final. Et en fait, en particulier, il y a un moment précis où il va danser avec Caroline, une danseuse dont on a déjà parlé lors d'un précédent podcast. Et il va chorégraphier ce passage, très précisément 48 secondes, qui ont vraiment changé sa vie en fait, puisque il va se faire remarquer avec ces 48 secondes de chorégraphie qui vont détonner en style avec... le reste de la danse. On voit en fait dès ce très court passage dont on essaiera de mettre un extrait, le style caractéristique de Bob Fosse, donc c'est-à-dire les ruptures de rythme, c'est quelque chose de très jazz, on reconnaît ces marques chorégraphiques qu'il va développer par la suite de sa carrière, hein. Donc je pense aux épaules tombantes, au cambreur arrière, au claquement de doigts, au jeu avec les mains, ces fameuses jazz hands pour lesquelles il est si célèbre. Alors, on le voit aussi dans le film My Sister Eileen, qu'il a chorégraphié. On l'avait dit. On m'en avait parlé, ouais, un film de 55 qu'on a évoqué dans un des tout premiers épisodes du podcast. En 1954, il va chorégraphier son premier musical sur scène, sur les recommandations de Jerome Robbins, qui admire son travail et donc lui fait avoir du travail à Broadway. Ce premier musical sur scène, c'est The Pajama Game, dont on a parlé dans l'épisode sur Doris Day. Et là, pareil, on va avoir un numéro musical très iconique qui va être Steam Heat, qui là encore va détonner avec le reste des numéros, et dans lequel on reconnaît très rapidement et très tôt donc le style Fosse. Il chorégraphiera également la comédie musicale Damn Yankees en 1955, une comédie musicale sur le baseball. Il va d'ailleurs être aussi chorégraphe des versions cinématographiques de ces deux œuvres. En 1961, il est chorégraphe sur How to Succeed in Business Without Really Trying. En 1964, il joue dans le revival de Pal Joey à Broadway, donc il est la doublure du rôle-titre. Ce rôle-titre a été créé en 1940 par Gene Kelly. Incroyable tous ces rapprochements qu'on peut faire. Tout se tient, tout est lié. En 1966, il met en scène à Broadway Sweet Charity, dont il réalise la version cinématographique en 1969. Sweet Charity, dont le numéro le plus connu est Big Spender, un célèbre numéro donc où les filles d'un club de striptease, de rencontre, tâchent d'aguicher en fait les clients, mais le numéro est assez, là encore, symptomatique du style Bob Fosse, en ce sens où on joue un peu avec l'image traditionnelle de la fille qui aguiche le client, car elles montrent visiblement combien elles sont blasées par leur travail. Le truc qu'avait trouvé Bob Fosse dans la mise en scène de ce numéro, c'était déjà de débarrasser toutes les filles des grands costumes, du luxe, de la version un peu idéalisée du nightclub qu'on avait à l'époque pour leur donner des tenues beaucoup plus sobres. Et aussi donc de les faire jouer avec cette expression qu'on appelle en anglais deadpan, c'est-à-dire sans aucune expression, pour encore une fois mettre en valeur l'ennui de ces filles. En 1972, il réalise son second long-métrage qui est l'adaptation de Cabaret, donc une pièce qui existait déjà sur scène, avec laquelle il n'avait pas de rapport à l'origine, il a simplement réalisé ce film. Cabaret avec... Liza Minnelli, évidemment. Film qui remporte un grand succès et il gagne notamment l'Oscar du meilleur réalisateur. Meilleur réalisateur à la place de The Godfather. Tout à fait. Chip à Francis Ford Coppola. Ça, c'est quand même la classe. Ouais. En 1973, il met en scène et chorégraphie la comédie musicale Pippin, composée par Stephen Schwartz, qu'on connaît un peu parce que des années après, il a composé Wicked. Pour cette mise en scène, il remporte le Tony du meilleur metteur en scène. Ensuite, les années 74-75 sont très très busy pour Bob Fosse. Et ça va pas lui réussir, hein, spoiler. C'est ça. Il réalise le film Lenny,
qui n'est pas du tout une comédie musicale, mais un biopic de l'humoriste Lenny Bruce, avec dans le rôle titre Dustin Hoffman. Et au même moment, il met en scène et chorégraphie Chicago, qui reste une de ses œuvres les plus marquantes et dont les chorégraphies sont le mieux connues, on va dire, du grand public, quoi. Ce qui m'a paru étonnant, c'est que récemment j'ai lu que vraiment l'œuvre qui lui a apporté la plus grande notoriété à l'époque, c'était Pippin. Le spectacle, finalement, le plus grand public, ça a été Pippin, alors qu'aujourd'hui, le truc absolu que les gens connaissent de Bob Fosse, c'est Chicago. Mais ça, c'est dû au revival qui est du coup posthume à Bob Fosse, le revival de 95, qui est encore à l'affiche aujourd'hui et qui en fait un des revivals les plus longs de Broadway. Et à la version ciné aussi, de 2003, qui a eu l'Oscar du meilleur film. Enfin, c'est vraiment une œuvre très très connue, quoi. Ensuite, il réalise donc en 79 All That Jazz, donc qui est le film dont on va vous parler pendant cet épisode. Puis en 83, le film Star 80. Qui n'est pas le même que le film français. J'ai trouvé cette homonymie assez curieuse. C'est assez rigolo, c'est pas du tout la même chose, c'est un biopic aussi sur une playmate, ses rapports un peu bizarres avec Hugh Hefner, l'espèce de mania chelou. Le patron de Playboy. Le patron de Playboy, qui d'ailleurs n'a pas du tout apprécié le film de Bob Fosse. Celui qui s'est acheté une tombe à côté de Marilyn Monroe, là, c'est ça? Ouais, non le mec hyper creepy. Ouais. Et pour en revenir à Bob Fosse... on divague. Non, mais au bout d'un moment, on va parler de All That Jazz. Ça va arriver, mais je vais quand même terminer par vous dire que son dernier musical scénique s'appelait Big Deal, et il a été monté en 86, et Bob Fosse est mort l'année d'après, donc en 87, à l'âge donc de 60 ans. Qui est assez jeune, mais nous allons le comprendre, c'est aussi dû à la vie qu'il a menée. Tout à fait. Alors, quelques mots peut-être du style chorégraphique de Bob Fosse, on en a déjà un petit peu parlé. J'ai lu à plusieurs reprises, dans plusieurs textes sur Fosse, qu'il avait, je cite, l'ambition d'être le nouveau Fred Astaire. Je pense que c'est un peu un lieu commun, en fait, dans ses biographies. Mais c'est vrai qu'on peut voir pas mal de rapprochements dans le style des deux danseurs, et notamment ce que je trouvais amusant, c'est que moi personnellement, lorsque j'ai vu les chorégraphies de Bob Fosse, j'ai aussi vu une parenté avec Michael Jackson, mais on sait que Michael Jackson a été beaucoup influencé par Astaire, donc je pense qu'il y a vraiment une espèce de lignée comme ça. Alors effectivement, à première vue, Fosse utilise beaucoup moins les claquettes qu'Astaire, mais je pense que c'est aussi lié au fait que c'était moins complètement à la mode à l'époque, mais on retrouve quand même pas mal de choses dans la façon dont il a été influencé, notamment par le jazz. Il est, à la différence de Jerome Robbins, l'autre un petit peu grand chorégraphe de cette génération-là, hein, la génération un peu d'après, justement, les Astaire, les Kelly, il est moins influencé que Robbins par le ballet, ça aussi, ça se voit. Il va davantage puiser dans le burlesque, dans le vaudeville, où il a fait, comme tu l'as dit, Anna, ses premières armes dès qu'il était enfant. Et par certains aspects, il va aussi se rapprocher de Jack Cole, qui est un autre chorégraphe des années 50-60, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé avec Caroline Hick, qui a ensuite travaillé avec Bob Fosse, donc elle aussi, elle apporte ça à Bob Fosse, en fait, la danse à la Jack Cole. Alors Jack Cole, moi je le connais surtout par les danses qu'il a fait pour la comédie musicale de la Fox, et son emploi des isolations. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il a importé à la danse jazz de l'époque, c'est-à-dire le fait de faire bouger une partie du corps à l'exclusion des autres parties. D'accord. Et enfin, c'est quelque chose pour lequel il est célèbre, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve chez Bob Fosse, où on a vraiment cette économie de moyens. On n'est pas du tout sur une danse spectaculaire, on est sur quelque chose de très précis, des petits gestes en fait, mais qui vont devenir spectaculaires. Ça va aussi être redoublé au cinéma par l'emploi d'une caméra qui va s'attarder sur quelques passages en particulier. Mais voilà, les contorsions, les isolations, la contraction des muscles comme élément chorégraphique, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Bob Fosse et qui vient, je pense, assez directement de Jack Cole. Enfin, je suis pas une exégète des deux, donc je m'avance peut-être un peu, mais je pense que c'est quand même une parenté assez forte qu'on a entre les deux danseurs. L'autre chose pour laquelle Bob Fosse est connu, c'est son utilisation des accessoires, hein. Les cannes, les chapeaux, les chaises, les gants, c'est presque, on va dire, une caricature de Bob Fosse lorsqu'on sort les chapeaux ronds. Ouais. Pour clôturer sur le travail de Bob Fosse en tant que chorégraphe, mentionnons qu'il a en tout, dans toute sa carrière, reçu 8 Tony pour la meilleure chorégraphie. Donc c'est quand même pas mal. Alors, venons-en à présent, enfin, au film All That Jazz. De quoi ça parle All That Jazz? Anna, peux-tu nous raconter l'intrigue? Alors, All That Jazz a pour héros Joe Gideon,
un metteur en scène et chorégraphe qui doit mener 2 tâches de front. Monter un film qu'il vient de réaliser et mettre en scène une comédie musicale. Ça nous dit quelque chose déjà. Ça me rappelle quelqu'un. Il travaille beaucoup trop, il couche avec plein de nanas, il fume énormément, enfin il a une vie un petit peu dissolue. Et sa santé se dégrade. Autour de lui, il y a sa petite amie, son ex-femme et sa fille, qui essaient tant bien que mal de l'aider. Il est un petit peu dans son monde, on va dire ça comme ça, donc dans sa tête, il converse avec un ange de la mort, à qui il confie ses souvenirs et ses états d'âme. Au bout d'un moment, dans le film, il devient vraiment malade et il est hospitalisé. Et donc la production du show sur lequel il travaillait est interrompue. Comme c'est un énorme workaholic, comme on dit, il voudrait absolument reprendre le travail, mais il ne peut pas, il fait plusieurs attaques, et donc il reste alité. Et du coup, de plus en plus au fur et à mesure du film, la fiction et le réel se mélangent, etc. Et, bon là j'ai spoiler alerte, hein, il finit par en mourir. Alors c'est un film qui est complètement autobiographique, qui est Totalement. lourdement basé sur des aspects de la vie de Bob Fosse. Plus précisément, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment cette année charnière 75 où il est simultanément en train de travailler sur le montage du film Lenny et sur le spectacle Chicago. All That Jazz, c'est donc typiquement un film backstage. Le backstage, on y revient toujours. Hein. C'est-à-dire qu'il va se dérouler entièrement dans le monde du spectacle et même, en poussant ça à l'extrême, hein, puisqu'on est bien dans le cas d'un personnage dont la vie est consumée par l'univers du spectacle. All That Jazz s'appelle aussi All That Jazz, en référence à une chanson de Chicago, la chanson d'ouverture, et aussi dans une sorte de réflexe méta, parce que c'est une chanson sur le spectacle, et que c'est un film sur le spectacle. Et nous aussi, c'est aussi un podcast sur le un spectacle. podcast sur le spectacle de All That Jazz. Oh là là, le méta. Tout se recoupe, encore une fois. Du coup, ça nous permet de parler d'une série très très récente qui s'appelle Fosse Verdon, qui est donc consacrée à la relation et la collaboration artistique entre Bob Fosse et Gwen Verdon, qui était une danseuse et une actrice à laquelle il a été marié, et dont il est resté proche jusqu'à la fin de sa vie. Donc on va voir qu'il y a un personnage qui correspond à Gwen Verdon dans le film All That Jazz. C'est une mini-série en 8 épisodes qui a été diffusée sur la chaîne FX en avril et en mai 2019, produite notamment par Lin-Manuel Miranda, figurez-vous. Je trouvais que c'était une très très bonne série, avec notamment des interprètes remarquables. Donc on a Sam Rockwell dans le rôle de Bob Fosse, et Michelle Williams pour Gwen Verdon, qui est, je trouvais, absolument exceptionnelle. Il y a vraiment certaines scènes de la série qui m'ont semblé très clairement inspirées du film All That Jazz. Même dans la mise en scène, ça imite parfois un peu ce style-là. Et le dernier épisode de Fosse Verdon est en partie consacré à la création du film All That Jazz. Et on a même une recréation de la dernière scène, dont on parlera tout à l'heure, le dernier numéro, Bye Bye Life, avec un caméo de Lin-Manuel Miranda dans le rôle de Roy Scheider, qui joue le personnage alter ego de Bob Fosse dans le film. Enfin, il y a une espèce de degré de mise en abîme où j'arrivais moi-même plus à suivre. On est d'accord. Mais de manière générale, cette série, que j'ai beaucoup aimée aussi, elle m'a bien aidé à faire la correspondance entre les éléments biographiques de la vie de Bob Fosse et le film, notamment les moments où le personnage de son ex-femme dit qu'elle est trop vieille pour le rôle de Chicago. On en parle longuement dans la série de cet aspect-là, qu'elle n'est pas sûre qu'elle puisse jouer Roxy alors qu'elle est déjà un petit peu âgée, entre gros guillemets évidemment. Pour les standards de Broadway. Voilà. Ou encore même justement ce moment où le show est interrompu 4 mois parce que le metteur en scène est à l'hôpital, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la série et dans le film Mise en abîme étonnante. Du coup, All That Jazz, donc le film, c'est marrant parce que c'est à la fois, on va dire, rétrospectif des expériences de Bob Fosse, puisque encore une fois ça se base sur des éléments qu'il a vécus, mais aussi c'est un peu prophétique dans la mesure où il va finalement se tuer à la tâche comme il le fera dans la vraie vie quelques années plus tard. Donc je trouve que c'est assez marrant ce film qu'il doit penser à l'époque comme une espèce de retour sur un moment de sa vie, alors que finalement il n'en est pas trop sorti. Je sais pas si marrant est le mot, parce que c'est quand même... étonnant. Quand même un peu déprimant. Alors effectivement, par rapport à tout ce qu'on vous en a dit pour l'instant, vous devez vous dire que ça n'a pas l'air très drôle comme comédie musicale. Effectivement, c'est une comédie musicale qui diffère largement de tous les autres films musicaux dont on a parlé jusqu'à présent. De la plupart, en tout cas. De la plupart. Oui. On n'est plus du tout dans l'époque classique, puisqu'on est donc à la fin des années 70, donc on est
bien après l'âge d'or de la comédie musicale, même bien après les derniers films des années 60 dont on a un peu plus parlé, qui tâchaient de prolonger cette tradition du musical hollywoodien classique. À l'époque, il n'y a quasiment plus de comédie musicale, et finalement, les principaux sursauts de la comédie musicale filmée à cette époque, ce sera les films de Bob Fosse. On a un changement total dans le style, c'est évidemment un style de film très sombre, très sexuel, cabaret d'ailleurs, comme Sweet Charity et comme All That Jazz un peu plus tard. C'est sûrement parce qu'on en a parlé il y a pas très longtemps dans notre podcast, etc. Mais sur les thématiques, ça m'a fait penser à un autre film de cette fameuse période où il y avait plus grand chose, mais où il y avait quelques sursauts. C'est New York, New York, donc qui est sorti 2 ans avant. Donc évidemment, film hommage à la comédie musicale classique, etc. Qui se passe dans l'univers du spectacle. Mais aussi avec ce point de vue, on va dire, masculin, avec un personnage de mec assez toxique, qui est obsédé par son art, obsédé par la réussite, et du coup qui fait souffrir son entourage, et notamment les femmes qui sont proches de lui. Et je trouve que Fosse a un certain, on va dire, recul sur ça, une forme d'honnêteté qui rend le film intéressant, même si ça a ses limites, mais... Oui, c'est vrai qu'il est tellement évidemment antipathique que le réalisateur, enfin je trouve, n'a pas l'air de mettre sa recherche de création artistique au-dessus de tout. Enfin, ce qu'on avait un peu dit sur Scorsese, où on avait l'impression qu'il y avait ce côté-là qui cherchait à excuser le personnage masculin. Scorsese, même s'il avait conscience que le personnage masculin n'était pas une crème, il avait été un peu plus complaisant, je trouve, que Bob Fosse. Ah, je trouve aussi. Et je sais pas si le fait qu'il s'en sorte pas à la fin, entre guillemets, est interprété dans ce sens-là ou pas. Peut-être, ouais. Parce qu'il y a quand même un truc un peu mystique. Est-ce qu'on peut se dire c'est une punition, le fait que... Oui, en tout cas, il est pas tendre avec le personnage, quoi. Il décide pas de le sauver, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du casting du film ? Dans le rôle principal, nous avons Roy Scheider, qui joue donc l'alter ego de Fosse, Joe Gideon. Et ce, après que Richard Dreyfuss ait décliné le rôle. Roy Scheider, c'est donc un acteur qui avait eu pas mal de succès dans le courant des années 70, notamment avec des films comme French Connection ou encore Les Dents de la Mer. Autre actrice connue, Jessica Lange, qui avait eu son premier rôle important au cinéma dans le remake de King Kong en 76, figure-toi. Elle joue donc dans ce film le fameux Ange de la Mort. Autre comédienne, c'est Ayn Reinking. On a déjà un tout petit peu parlé d'elle dans le podcast. Elle a été la compagne de Bob Fosse de 72 à 78 et elle joue ici la compagne du protagoniste. Incroyable. C'est vraiment étonnant en fait, parce que du coup c'est elle-même qu'elle joue dans le film. Et dans Fosse Verdon, la série, on voit une scène particulièrement poignante où elle doit auditionner pour jouer son propre rôle. Et apparemment ça aussi c'est véridique, hein. Elle a vraiment dû passer une audition devant Fosse pour jouer son rôle. J'ai trouvé ça vraiment pénible comme scène. Je sais pas, ça m'a... En plus, Bob Fosse est montré comme étant un peu salaud avec elle, lui faisant répéter 12 000 fois la même phrase parce que c'est pas exactement ça. Enfin, c'est encore sur ces histoires de mise en abîme, il y a quelque chose quand même qui est très frappant. Donc, Ayn Reinking, pour un tout petit peu développer, donc, elle est danseuse et également chorégraphe. Et en fait, tout au long de sa vie, même après la mort de Bob Fosse, elle a continué de valoriser son œuvre. Elle a notamment joué Roxy dans Chicago à plusieurs reprises, notamment dans le fameux revival dont tu parlais. Et elle a fait les chorégraphies de plusieurs versions de Chicago, dont la version que nous avons vue au Mogador en la saison 2018-2019. Autre rôle féminin, on a Leland Palmer, qui joue l'ex-femme, donc en gros qui joue Gwen Verdon. C'est une comédienne peu vue au cinéma, mais qui a eu une carrière assez importante à Broadway. Et elle était notamment dans le cast original de Pippin en 73, mise en scène par Bob Fosse. Dans la série Fosse Verdon, il semblerait que la propre fille de Bob Fosse et Gwen Verdon, qui était danseuse, hein, qui aura par la suite des petits rôles à Broadway, aurait voulu jouer son rôle dans le film, mais que son père lui a préféré une autre jeune actrice. Je sais pas si c'est vrai, mais... je me dis, vu que Nicole Fosse est assez investie dans la production de la série, elle a même chorégraphié certaines scènes, je crois, je me dis que oui. Mais bon, je sais pas à quel point ils ont romancé peut-être certains aspects pour rendre ça un peu plus dramatique. Pour aller un peu plus dans le contenu même du film, sur son style, c'est vraiment un style très particulier que ce film. On n'est pas du tout sur une narration classique, mais sur un film, on va dire, mental. On est en permanence, en fait, dans la tête du protagoniste, dans son imagination, dans ses souvenirs, avec un montage qui n'est pas du tout linéaire. Qui est même extrêmement éclaté, parce qu'on a toujours une espèce d'alternance entre à la fois plusieurs moments du présent.
la répétition du show, le montage du film, qui sont les deux tâches qu'il avait à simultanément accomplir. Un peu plus tard, les scènes à l'hôpital. Et en plus, à la fois de nombreux flashbacks, notamment sur l'enfance et l'adolescence de Bob Fosse, et aussi ces fameuses hallucinations que tu évoquais tout à l'heure lorsqu'il parle à l'ange de la mort. Ce qui m'a assez marqué, c'est notamment la répétition de certaines scènes, comme la scène d'ouverture. Alors, il a une espèce de routine matinale où il se verse, enfin, où il est dans sa salle de bain, il verse ses médicaments, donc il y a le bruit du médicament effervescent. Sur un air non diégétique d'opéra très connu, mais évidemment le nom m'échappe aujourd'hui. Et à chaque fois, il répète comme une sorte de slogan « Showtime, folks », c'est-à-dire « c'est le moment du spectacle, les amis ». Ça marche moins bien en français. Ouais, ça marche beaucoup moins bien. Mais comment tu le traduirais ? Non, mais c'est ça. Et en fait, à force qu'il répète ce Showtime, on voit vraiment qu'il y a un caractère outrancier, artificiel de ce slogan qui littéralement pousse le personnage à bout, quoi. Et globalement, sur la structure du film, moi, ça m'a fait un peu penser à un film que j'aime pas du tout non plus, qui est 8,5 de Fellini, enfin, cette figure d'artiste en crise qui hallucine sur les différentes femmes qui ont marqué sa vie, donc la mère, la putain, la maîtresse, enfin, il y a vraiment ces figures-là... qui a aussi donné lieu à cette fameuse comédie musicale Nine, que nous aimons beaucoup dans nos cœurs aussi. Bon voilà, donc moi ça m'a fait penser à ces aspects désagréables du film de Fellini. Effectivement, il y a un peu de ça. Ce qui est marrant, c'est que Sweet Charity, c'était déjà une adaptation de Fellini, du film Les Nuits de Cabiria de 1957. C'était Bob Fosse lui-même qui avait eu l'idée d'adapter ce film en comédie musicale, donc peut-être qu'il était fan de Fellini, je sais pas. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que le film de Woody Allen, Stardust Memories, qui est un film donc de 80, donc littéralement au même moment, reprend exactement la même histoire. Là encore, c'est un hommage à Fellini, là encore, c'est un homme en crise, donc ici c'est un alter ego de Woody Allen, un mec qui fait du stand-up et qui veut devenir un réalisateur sérieux, qui se trouve confronté aux femmes de sa vie. Donc un film que je n'aime pas non plus. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Mais c'est étonnant. Enfin, je sais pas, j'avais pas réalisé que c'était la même année, et vraiment c'est le même film. Enfin, à creuser surtout toutes ces versions de 8,5 que les gens ont eu la nécessité de faire pour consoler leur petit ego de mal brisé ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose à faire là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant, hein, ce truc de mettre en scène ton alter ego. La crise des années 80, faut faire quelque chose, hein. Non mais c'est fou quand même, pourquoi à ce moment-là ils sont... Je suis sûre que out there, il y a d'autres remakes qu'on connaît pas. Dites-nous en commentaire de l'épisode si vous avez d'autres remakes incongrus et non nécessaires de 8,5 qui ont été faits dans les années 80. Un sujet à creuser. Évidemment, sur le plan des thématiques, on a déjà un peu dit, mais cette question d'un personnage qui ne sait plus faire la différence entre le réel et la fiction, entre le spectacle et la vie. Il y a une phrase qu'il dit à un moment à ce fameux ange de la mort, donc évidemment qu'il dit en fait à lui-même, puisque c'est un monologue intérieur. Sometimes I don't know where the bullshit ends and the truth begins. Donc des fois je sais pas où les conneries se terminent et où la vérité commence, quoi. Donc on a vraiment un personnage qui va tout mélanger dans sa tête, quoi. Donc pour aller encore plus dans les détails, parce qu'on est comme ça, on peut parler un petit peu spécifiquement des numéros et des chansons qu'on entend dans le film et qu'on voit. Pour commencer tout simplement, l'introduction, qui est en fait une scène muette, entre guillemets, enfin c'est illustré par une chanson, mais je veux dire, il n'y a pas de son diégétique, d'audition, de danse et de chant pour une comédie musicale, donc pour l'équivalent fictionnel de Chicago, au son d'une chanson soul R&B très connue qui s'appelle On Broadway. En l'occurrence, c'est la version de George Benson, parce qu'il y a eu beaucoup de versions. Chanson qui est devenue un standard en termes de chanson hymne à la comédie musicale, parce que littéralement ça se passe on Broadway. Mais ceci dit, j'ai l'impression que c'est plus général que juste la comédie musicale. Ouais. Parce qu'il parle, il mentionne le fait qu'il joue de la guitare, enfin ça c'est pas un truc très spécialement en Broadway. Donc c'est plus généralement une chanson sur des musiciens ou des artistes en général qui veulent réussir dans l'univers du spectacle à New York. Parce que Broadway, en fait, en plus des théâtres, c'était aussi le lieu où plusieurs maisons de disques importantes étaient localisées, en fait, dans les années 50 et 60. Okay. Au numéro 1619 et 1650. C'est assez connu quand on étudie la musique, et notamment la musique noire, en fait, des années 50-60. On voit ça dans la comédie musicale Beautiful, sur la compositrice Carole King. Un des tout premiers numéros s'appelle justement le 1650 Broadway Medley.
Et d'ailleurs, on entend aussi la chanson On Broadway dans cette comédie musicale. Tout se tient, tout est lié. Encore une fois. Ça, c'est vraiment un exemple très archétypal de scène backstage, au sens où on reproduit le quotidien du travail dans les théâtres, avec donc cette élimination progressive des danseurs, le passage et la répétition par groupe, où voilà, certains vont être sélectionnés, et d'autres pas. Ouais, c'est une scène qui m'a vachement fait penser à la première scène de la comédie musicale A Chorus Line, donc qui parle typiquement de ça, de l'univers du spectacle, avec des danseurs qui passent des auditions et qui sont éliminés les uns après les autres. C'est une comédie musicale qui a été créée sur scène en 75. Il y a eu un film d'ailleurs aussi en 85. Oui, moi aussi, j'avais pensé à cette scène de Chorus Line, et surtout parce qu'on retrouve cette même idée de jeunes gens qui sont prêts à tout pour avoir le job. D'ailleurs, littéralement, elle lui dit « j'ai besoin de ce job ». Et dans Chorus Line, il y a une... c'est dans la première chanson, justement, qui... Ah oui, I really need this job. Oui. Il y a d'autres moments qui me semblent aussi particulièrement exemplaires de trucs génériques, en fait, qui font le film backstage. Enfin, j'ai réfléchi à ça, en fait, en voyant All That Jazz. Le logo titre en lettres de néon sur l'affiche. Le 5, 6, 7, 8 qui le répète à plusieurs reprises, qu'on retrouve aussi dans Chicago, non ? Ouais, au début. C'est ça, hein ? Quasiment au tout début de Chicago, ouais. Le chorégraphe qui va crier sur les danseurs qui se découragent. La thématique aussi de la façon dont l'art va répondre à la vie. Enfin, il y a plein de choses, en fait, plein de petites choses dans All That Jazz qui me le font presque envisager comme une parodie de film backstage, tellement c'est backstage. Je voulais évoquer un numéro, mais justement qui sort un tout petit peu de ça. C'est le numéro Everything Old is New Again, où on a la fille et la petite amie du protagoniste qui dansent devant lui pour le consoler. Elles mettent un disque sur leur lecteur chez eux, et elles chantent sur la chanson et elles dansent, et c'est un moment très touchant et très chaleureux, je trouve. Oui, je crois que c'est mon préféré du film, peut-être aussi, encore une fois, parce qu'il est très différent des autres, et qui me fait un peu penser à des trucs... plus classique, je pense notamment au numéro Under the Bamboo Tree du chant du Missouri avec Judy Garland et Margaret O'Brien, où on a aussi ce côté spectacle dans le spectacle devant un cercle d'intimes. C'est une vraie respiration dans le film, je trouve. C'est un moment où on n'est ni dans la tête du protagoniste, ni dans son travail, et où on va voir d'autres personnages que lui qui vont créer quelque chose. Bon, on est d'accord, quoi. C'est un très beau moment. De manière générale, peut-être un mot sur la façon dont les numéros sont filmés. Une façon de filmer très différente des comédies musicales de Gene Kelly ou Fred Astaire, où la danse était filmée en pied. Ici, les numéros sont très montés, on a des corps fragmentés, une caméra qui va s'attarder sur un mouvement, une partie du corps, une expression, un peu comme si ça allait présager l'esthétique clip des années 80 et 90 qui vont s'en suivre. Alors dans ce film, on a des numéros backstage réalistes, c'est-à-dire des personnages qui dansent en répétition, etc. On a d'autres numéros qui sont dans la tête du personnage, mais on a parfois, au fur et à mesure que le film avance, même un mélange des deux, en fait. Dans la dernière partie du film, où Joe, qui est dans la réalité et sur son lit d'hôpital, se voit en train de filmer des scènes de comédie musicale, mais il est lui-même sur son lit d'hôpital, sur le plateau. Ouais. C'est très très bizarre. Donc c'est les deux à la fois, en fait. Et donc il filme ces scènes de comédie musicale qui ont pour vedette, encore une fois, son ex-femme, sa petite amie et sa fille. Il y a 2 séquences dans ce trio dansé, il me semble, que je trouve assez touchant pour le coup. Une première où elles sont en costume un peu paillettes, la chorus line. Et ensuite, je sais pas, j'ai pas trop compris ce costume, mais elles étaient genre déguisées un peu en veine ou en truc d'hôpital. Enfin, c'est chelou. Bizarre, non ? Ouais. C'est chelou. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est assez dérangeant, là, pour le coup, la deuxième partie. Donc ce mélange du rêve et de la réalité, qui est donc, on l'a déjà dit, tout le thème du film, va vraiment être exacerbé à mesure que le film progresse et va atteindre cette sorte de paroxysme au moment où on va avoir des girls en costume emplumé à la Siegfried Follies qui vont être autour du lit d'hôpital. Donc là, on comprend qu'il a vraiment sombré dans un fantasme assez inquiétant. Alors juste pour dire un mot des chansons, en fait les chansons dans ce film sont des reprises de morceaux assez connus. Donc All That Jazz est en quelque sorte un jukebox musical. Donc un jukebox musical, c'est donc une comédie musicale dans laquelle les chansons sont reprises d'autres sources, ne sont pas écrites pour la comédie musicale en question. Les chansons dans All That Jazz sont majoritairement des morceaux de jazz des années 10-20, comme After You've Gone, qui est un classique chanté notamment par Judy Garland dans For Me and My Girl,
mais qu'elle chante aussi dans le concert du Carnegie Hall, non ? Oui, elle a beaucoup chanté dans le concert. Ou encore Who's Sorry Now et Some of These Days. Alors, le fait que tu aies noté ça, ça m'a fait penser, je suis pas tout à fait sûre, hein, donc c'est plus une hypothèse à creuser, que j'ai l'impression que c'est souvent dans ces standards anciens que vont puiser ces films hommages à la comédie musicale. Je pense par exemple à Tout le monde dit I Love You, ou tu faisais remarquer aussi à New York, New York. Ils vont se diriger vers ces anciens standards plutôt que vers des standards, entre guillemets, un peu plus récents, c'est-à-dire les chansons des années 40, 50, auxquelles on associerait peut-être plus spontanément l'âge d'or de la comédie musicale. Peut-être parce que ces chansons, ces fameuses chansons des années 10, 20, 30, font partie de ce qu'on appelle le Great American Songbook, donc ces chansons qui ont fait la culture populaire américaine, qui ont été aussi beaucoup reprises ensuite à la radio par des chanteurs hors comédie musicale. Ouais, les chansons de Irving Berlin, de Rodgers and Hart, tout ça. Mais on a aussi le numéro final Bye Bye Life, qui pour le coup n'est pas une reprise de chansons de jazz des années 10-20, c'est une reprise et même une adaptation disco de la chanson Bye Bye Love, qui est un gros succès des années 50 des Everly Brothers. Ce numéro final Bye Bye Life a la particularité d'être en fait le seul numéro qui est interprété par le protagoniste, si je dis pas de bêtises. Dans un décor assez kitsch avec musiciens et danseuses, un décor un peu de plateau télé, en mode disco. Donc c'est une représentation assez originale de la mort, puisqu'il est en train de mourir au moment où ce numéro se passe, et il dit donc Bye Bye Life. En fait, jusqu'au dernier moment, le protagoniste voit sa vie comme une comédie musicale et il lui dit adieu en chanson. Et en fait, juste après le dernier applaudissement de ce numéro, il va mourir. Je me suis demandé si dans ce grand numéro final, il fallait voir une référence à la tradition du Big Production Number qui souvent clôturait les films de l'âge d'or. On en a déjà parlé, mais les finales de Tous en scène, Un Américain à Paris, etc. Est-ce que c'est une sorte de clin d'œil ironique de Bob Fosse à cette tradition ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Puisque le dernier plan du film, en fait, on voit la main d'une infirmière qui referme le sac mortuaire en plastique dans lequel repose le protagoniste, et en fond sonore, on a la chanson There's no business like show business. La version d'Ethel Merman, et une chanson qui va se prolonger ensuite pendant tout le générique. Et là encore, on retrouve ce regard assez acerbe, en fait, assez ironique de Bob Fosse sur cette espèce de collusion entre la vie et le spectacle qui ne peut mener visiblement qu'à la mort. C'est assez fort, je trouve. Ça joue sur le contraste entre l'image, on va dire, sordide, s'il en faut, du sac mortuaire et le côté, évidemment, extrêmement enjoué de la chanson. Un mot peut-être simplement des récompenses obtenues par ce film. Figurez-vous qu'il a reçu en 1980 la Palme d'Or au Festival de Cannes, obtenu ex aequo avec Akira Kurosawa pour Kagemusha. Tout à fait. Le jury était présidé, figurez-vous, par Kirk Douglas. Et Leslie Caron en faisait partie. Népotisme. Donc un film qui a été très très apprécié et très reconnu dès sa sortie en fait. Et qui a eu 10 nominations aux Oscars. Il a notamment été nommé en meilleur film, meilleur scénario, meilleur acteur, et c'était la 3e nomination de Bob Fosse comme meilleur réalisateur. Il en a remporté 4, montage, musique, décor et costume. Des Oscars plutôt mérités. Notamment le montage, je trouve que... Oui. Ça fait partie des qualités du film. Eh bien, est-ce que All That Jazz a quelque chose à rajouter sur All That Jazz ? Je ne crois pas. Eh bien, nous vous remercions et nous remercions également nos partenaires, l'Écran Pop et Tony Comedy. N'hésitez pas à commenter, partager vos impressions sur ce film atypique, étonnant, enfin un film qui suscite forcément des réactions. On peut le dire. N'oubliez pas, si vous avez en tête un autre remake non nécessaire de 8,5, j'y tiens. Je crois qu'on tient quelque chose, là on va creuser. Et en attendant, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À très vite.